Parler d'antiracisme, des droits des peuples autochtones, de la lutte contre l'homophobie, du féminisme, ce sont des causes progressistes que nous sommes nombreux à défendre, que en tout cas je défends, mais qui se sont muées depuis quelques années en outils d'imposition, de dogmes, d'interdits, qui portent atteinte à la liberté d'expression, que ce soit par l'insulte, comme homophobe, transphobe, sexiste, raciste, etc., par la menace, voire quelquefois par la violence physique. C'est ce qu'on appelle le mouvement woke. Woke, de l'anglais être éveillé, donc c'est l'éveil permanent aux discriminations, c'est la signification du mot woke en anglais, que revendiquent ceux qui, outre-Atlantique, se revendiquent du wokisme. Ce phénomène woke est étroitement lié à ce qu'on appelle la cancel culture, culture de l'effacement, mais que je préfère nommer la culture de la censure, parce que c'est une culture de la censure. Le wokisme et la cancel culture étant l'un et l'autre importés des États-Unis, avec une forte connotation religieuse, empruntée aux théologies protestantes de l'éveil, synonyme pour beaucoup donc d'intolérance et d'exclusion, lorsqu'on connaît un peu l'histoire de la théologie protestante de l'éveil. Et sur ce point, je vous renvoie à l'excellent livre que vient de publier Jean-François Bronstein, notre philosophe, et qui s'intitule « La religion woke », c'est chez Grasset, et vous y trouverez une analyse remarquable de ce phénomène. Alors, ce brouillage des lignes politiques entre des causes progressistes et des moyens pas du tout progressistes de les défendre, entraîne des prises de position à front renversé, puisque ce sont les censeurs adeptes de la cancel culture et plus généralement de ce qu'on a nommé le politiquement correct, qui occupent des positions réputées de gauche, tandis que leurs détracteurs de droite les critiquent au nom du refus de la censure, et c'est un paradoxe qui aurait plongé dans des abîmes de perplexité les héritiers de mai 68 qui étaient plutôt libertaires. Mais, et c'est là où les choses se compliquent, les détracteurs du woke, dont je fais partie avec beaucoup d'autres collègues, nous avons notamment créé un observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires que je vous incite à aller visiter sur Google parce que je crois que c'est un site où on poste énormément d'analyses et d'exemples de ces questions-là. Donc ces détracteurs du woke ne sont pas seulement de droite, mais aussi de gauche, pour d'excellentes raisons qui sont ancrées dans l'histoire des gauches. Et donc je vais développer un petit peu ces questions-là en 3 points. Les 3 problèmes en fait que pose le wokisme. Le premier point, c'est l'atteinte à la liberté. Le deuxième point, c'est la question du militantisme à l'université. Et le troisième point, c'est la question de ce que j'ai nommé l'identitarisme. Je ne suis pas la seule à utiliser ce terme, mais en tout cas, je pense que c'est un terme qui dit bien le phénomène. Alors, d'abord, les atteintes à la liberté. Je vous donne juste quelques exemples. Il y a 2 semaines, j'ai donné une conférence à Anvers, dans un congrès de spécialistes des politiques culturelles, et j'ai tenu à faire ma conférence sur la question du militantisme à l'université. Donc j'ai fait ça en anglais sous le terme academic activism. Si vous voulez le texte, vous irez sur le site de l'Observatoire du décolonialisme, il a été mis en ligne. Et j'ai été absolument stupéfaite de la violence des réactions dans les 2 sens, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des gens furieux qui sifflaient, qui huaient, et puis des gens ravis qui applaudissaient, qui venaient à la fin me remercier, m'embrasser, me féliciter en me disant que jamais quelqu'un n'avait osé dire publiquement tout ça. Pourquoi me disait-il ça? Parce qu'ils n'osent pas parler. Il y a vraiment un climat d'intimidation à l'université pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on reviendra si vous voulez, mais qui fait que le simple fait de dire les choses, donc de prendre la liberté de les dire, peut provoquer des remous assez impressionnants. Autre exemple, 4 jours après, le 26 septembre, j'apprends par des collègues enseignants à Sciences Po Paris qu'une formation obligatoire leur est désormais imposée, intitulée « Violences sexuelles et sexistes ». Alors, s'agit-il d'une initiation aux normes juridiques et aux règles administratives en matière d'abus? Ben non, car le titre même témoigne d'une approche délibérément militante et non pas juridique, ce qui signifie qu'on veut imposer à l'ensemble du corps enseignant une idéologie bien particulière. En effet, le terme même de violence sexiste et sexuelle est une terminologie aberrante. Le sexisme ne relève pas de la violence,
mais de la discrimination. Et les, entre guillemets, violences sexuelles ne sont qu'un cas particulier des abus sexuels. Et donc, la dénomination correcte devrait être conduite sexiste et abus sexuels. Et sous ce terme-là, on pourrait en effet accepter tout à fait des formations juridiques à la jurisprudence, à l'état de la loi, etc. Donc, le titre même de cette formation en invalide la légitimité dans une enceinte universitaire, hein, parce que ça n'a aucun sens juridique. Et en outre, on est allé regarder quand même certains contenus de cette formation. Certains contenus empiètent manifestement sur la liberté académique, notamment lorsque les formateurs prétendent obliger les enseignants du supérieur à intégrer davantage de femmes dans les auteurs cités. Hein, il faudrait avoir 30% ou 40% de femmes en bibliographie, y compris pour des domaines et des disciplines où il n'y a quasiment pas de femmes auteurs. Non. Et ces contenus relèvent plutôt d'une entreprise de rééducation idéologique en prétendant imposer une conception bien particulière des rapports entre les sexes à base de déni de la différence des sexes, hein, qui n'existerait pas, sous couvert de, entre guillemets, lutter contre les stéréotypes. On oblige donc les universitaires à se faire rééduquer pour se conformer à une idéologie dans la droite ligne des régimes totalitaires du XXe siècle. Toujours à Sciences Po, c'était en juillet, hein, il y a 3 mois, 2 mois, non, a été déprogrammé un cours sur la biologie et l'introduction à la théorie darwinienne de l'évolution sous la pression de militants féministes et LGBT à l'intérieur de Sciences Po, donc qui ont obtenu que ce cours qui était programmé soit déprogrammé. Ils n'ont pas donné de justification officielle, mais quand on lit un petit peu la littérature de ces militants, on voit que pour eux, la notion même de biologie est suspecte parce que tout serait socialement construit et donc parler de biologie, ce serait forcément être totalement réactionnaire. Darwin réac, et notons quand même que, toujours à Sciences Po Paris, il y a au programme environ 80 enseignements de gender studies. Hein, donc aucun enseignement de biologie, ni de psychologie évolutionniste, ni de théorie de l'évolution, mais 80 enseignements de gender studies. Bon. Encore un petit exemple, études de genre, hein, c'était les études féministes. Voilà. Et puis c'était en juin, donc un mois avant, une conférence sur la théorie du genre, justement, devait avoir lieu à Genève, donnée par le philosophe Éric Marty, suite à un livre qu'il a publié. Cette conférence n'a pas pu avoir lieu car un petit groupe de militants LGBT lui a interdit la parole au motif qu'il serait, entre guillemets, transphobe. On ne sait pas pourquoi, mais il n'a pas pu faire sa conférence. Même chose le même mois, toujours à Genève, avec une conférence des psychanalystes Céline Masson et Caroline Eliachev, qui militent contre les transitions de genre, comme on dit, chez les mineurs, c'est-à-dire le fait qu'un enfant puisse obtenir des traitements hormonaux, voire chirurgicaux pour changer de sexe. Bon. Donc elles militent contre ça et donc elles se font traiter de transphobes et on leur a interdit de parler. L'Université de Genève a dit qu'elle allait porter plainte contre les militants qui avaient empêché ces 2 conférences et puis la plainte a été retirée. Donc pas de plainte de l'université. Voilà. Je vous donne juste quelques exemples d'atteinte aux libertés. Hein. Et à Sciences Po, quelle a été la conséquence? À Sciences Po, il y a une tribune que vous pouvez lire dans l'Express, que nous avons repris sur le site de l'Observatoire du décolonialisme. Et c'est un jeune enseignant qui devait faire cet enseignement, n'a plus d'enseignement. Il n'y avait pas eu de conséquences. Oui, ben voilà. Bon, ensuite, la litanie des nombreux exemples en France, hein, mais je vais aller très vite, d'atteinte aux libertés, donc d'exemples de cancel culture. La première fois que ça nous est tombé dessus, c'était en 2017. Charb, qui était un collaborateur de Charlie Hebdo, avait écrit une lettre, un texte de théâtre intitulé « Lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes hein, », le titre dit bien de quoi il s'agit, devait être jouée à l'université de Lille. Elle a été déprogrammée par crainte des débordements suite à des menaces. Pareil, elle a été déprogrammée du Festival Off d'Avignon et de l'université Paris-Diderot. Ensuite, elle a pu être présentée, mais sous protection policière. Voilà, c'est sympathique. Pareil, avec une pièce à l'automne 2018 intitulée Kanata,
qui était un spectacle théâtral consacré aux autochtones canadiens, signé du metteur en scène engagé Robert Lepage, qui avait été invité à Paris par Ariane Mnouchkine, qui est quand même pas une femme d'extrême droite, hein, plutôt une réputation de femme de gauche. Eh bien, cette représentation a dû être différée en raison des protestations contre le fait que les acteurs n'étaient pas eux-mêmes des Amérindiens. Alors, ça, c'est le topo sur l'appropriation culturelle qui est devenu extrêmement présent outre-Atlantique et outre-Manche, avec cette idée que si vous êtes blanc, vous n'avez pas le droit de parler des Noirs, et qu'une traductrice blanche n'aurait pas le droit de traduire une poétesse noire. Vous vous souvenez, c'est ce qui s'est passé après le discours d'investiture de Joe Biden. Voilà, je passe parce qu'il y en a plein et voilà, j'en ai une bonne demi-douzaine comme ça à vous raconter. Donc des conférences annulées, des pièces de théâtre interdites, des formations, notamment il y avait une formation à la radicalisation, enfin oui, une formation sur la radicalisation islamiste qui devait avoir lieu à la Sorbonne, qui a été annulée, déprogrammée, reprogrammée ailleurs parce que les syndicats étudiants ont dit mais ça c'est islamophobe, bon. Alors que la formation avait obtenu l'aval de la mosquée de Paris. Voilà, donc qu'est-ce que voilà. Et puis moi, ma préférée. En février 2020, une enseignante de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis a été empêchée de donner un cours sur les représentations de l'affaire Dreyfus. Hein, c'est une historienne, donc qui voulait faire un cours sur les représentations de l'affaire Dreyfus, parce qu'elle avait annoncé qu'elle parlerait du film J'accuse de Polanski. Et un groupe de féministes le jeudi a envahi son cours, accompagnée, je dois dire, par une chercheuse du CNRS, qui m'emplit de honte parce que je suis moi-même au CNRS, et affirmant qu'elles étaient là pour empêcher la discussion, ce qui advint, le cours n'a pas pu avoir lieu. Voilà. Ouais. Et donc, le problème se pose essentiellement à l'université et aussi dans le monde culturel, et c'est donc la menace qu'il fait peser sur un dispositif fondamental qui est la liberté académique. Or, la liberté académique est souvent mal comprise, notamment par les propagandistes du woke, et je vous renvoie, si ça, vous voulez développer la chose, j'ai fait une note pour la Fondation Fondapol qui s'intitule « Défendre l'autonomie du savoir », où je développe beaucoup cette question de la liberté académique. Vous pouvez la trouver sur Internet, elle est en libre accès. Et donc, ces wokistes estiment les libertés académiques menacées par les appels à plus de rigueur dans l'évaluation et la sélection des productions universitaires, de façon à ce qu'elles répondent à des critères strictement scientifiques, épistémiques et non pas politiques, hein, puisque nous avons été nombreux à réclamer qu'il y ait des évaluations plus sérieuses de ce qui se produit à l'université, de façon à ce que ce ne soit pas que des productions idéologiques militantes qui soient présentes. Et donc ces demandes d'évaluation scientifique plus sérieuses sont interprétées par les wokistes comme des atteintes à leur liberté d'expression. Alors, ils invoquent à ce sujet un nouveau macartisme, sans voir qu'on est très très loin de la question du macartisme, et ce faisant, ils trahissent simplement leur incompréhension de ce qui est en jeu, à savoir non pas une intrusion du pouvoir politique dans le travail des enseignants et des chercheurs, ce qui était le cas avec le macartisme, mais une demande de resserrement des procédures internes d'évaluation, internes à l'université, procédures qui sont partie prenante du fonctionnement des disciplines dont les productions sont systématiquement soumises à l'évaluation par les pairs. Hein, c'est la règle dans le monde universitaire, puisque la liberté académique repose avant tout sur les contraintes que nous, universitaires, acceptons, en acceptant que nos productions soient évaluées par les pairs et sélectionnées en fonction de leur qualité scientifique. Et c'est le respect de ces contraintes qui conditionne la garantie de qualité de nos productions. En se plaignant de censure ou d'atteinte à la liberté d'expression, je reprends les termes qu'utilisent les wokistes, au motif qu'on ne les laisserait pas transformer les amphithéâtres en meetings et les idées en slogans, les wokistes trahissent leur ignorance de ce qu'est la liberté académique, à savoir non pas la liberté d'exprimer ses opinions, qui est une liberté donnée à tout citoyen dans l'espace public, sous réserve de quelques restrictions légales, l'interdiction de la diffamation, de l'insulte, de l'appel à la discrimination, etc. Mais c'est la liberté de produire des connaissances sans devoir se plier à des contraintes religieuses, morales ou politiques. C'est ça la liberté académique. Encore faut-il qu'il s'agisse véritablement de connaissances dûment expertisées, correspondant aux contraintes académiques de rigueur méthodologique et conceptuelle.
Le problème est que les adeptes du beau ont du mal à faire la différence entre une connaissance et une opinion, un jugement de fait et un jugement de valeur, le contrôle par les pairs et le contrôle par le politique, et plus généralement l'arène académique et l'arène civique. Et je vais donc passer au deuxième problème que pose le wokisme, à savoir le militantisme. Le wokisme pratique de façon systématique ce que les sociologues nomment souvent une confusion des arènes. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la différence entre l'arène académique, l'université, la recherche, et l'arène civique, c'est nous évoluons en tant que citoyens, et ils confondent donc liberté académique et liberté d'expression. C'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir bénéficier de l'une et de l'autre, pouvoir exprimer librement leurs opinions politiques dans le cadre de leurs fonctions académiques, donc d'être traités à la fois comme des citoyens dont l'expression est protégée par la loi, et comme des universitaires, fonctionnaires payés par la collectivité pour produire et transmettre du savoir. C'est ce qu'on appelle vouloir le beurre et l'argent du beurre. Et donc, on est sous l'emprise d'une conception militante, engagée de l'enseignement et de la recherche, qui me paraît totalement contraire à ces missions, puisqu'encore une fois, la mission d'un chercheur ou d'un universitaire, c'est de produire et transmettre du savoir, point final. Alors, cette militantisation du monde universitaire que j'analyse dans ce tract intitulé « Ce que le militantisme fait à la recherche », elle a commencé, enfin, elle remonte à très longtemps, puisque les années 50-60 ont été totalement marquées par l'imprégnation marxiste à l'université, les années 70 par l'imprégnation, disons, gauchiste. On croyait être un peu plus tranquille à partir des années 80, pas du tout balabou. Les années 90 en France, on voit arriver à peu près au milieu des années 90 ce qu'on a appelé la sociologie critique, la sociologie de Bourdieu, matinée de Foucault, qui s'est alliée avec la gauche radicale du mouvement Attaque, notamment, et qui a fait que certains ont trouvé normal de considérer que la sociologie est un sport de combat, pour reprendre le terme utilisé par le cinéaste Pierre Carl dans son film sur Bourdieu. Moi, j'aime bien dire, oui, c'est un sport en chambre de combat de coq. Et donc, on a abouti à ce que mon collègue Didier Lapéroni a nommé dans un magnifique article en 2002 l'académisme radical. Je trouve que ça dit très très bien de quoi il s'agit. Ça s'est développé aux États-Unis avec le postmodernisme, le relativisme, la déconstruction, qui ont sapé l'idée qu'il existerait des vérités objectives et qui a, d'une certaine façon, discrédité le savoir en tant que tel comme étant alors soit un savoir des dominants, soit une forme d'idéologie, etc. Ce qui du coup nous empêche de pouvoir opposer à ces idéologies militantes quelque chose qui relèverait d'un véritable savoir. Et dans les années 1990, 2000, 2010, aux États-Unis, est arrivée en plus une vague que l'on a pu appeler la vague de l'identitarisme ou du communautarisme de campus. En anglais, on dit identity politics, que j'ai traduit par identitarisme, et je vous renvoie sur ce point à l'excellent livre de Laurent Dubreuil, La politique des identités, et donc qui a consisté dans l'enceinte des campus universitaires à rabattre toutes les problématiques sur la question des appartenances communautaires et d'appartenance communautaire définie par la discrimination. Et tout est retraduit dans ces termes-là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination, bien sûr, ce qui ne veut pas dire que dans la réalité des choses, nous ne soyons pas connectés à des collectifs, mais ce que prétend ce communautarisme de campus, c'est que nous devrions, en tant que citoyens, être définis exclusivement par des appartenances communautaires et que le monde ne se divise qu'en dominant et dominé. En gros, c'est ça, la doxa qui circule maintenant sur les campus. Et donc, la conjonction de ces deux militantismes français et américain aboutit à la situation actuelle. Alors, quand je dis français, je pense que la Belgique aussi a sa part, mais comme je connais moins bien le contexte belge, je vous laisserai en parler peut-être au moment du débat. Voilà donc le deuxième problème posé par le wokisme, c'est cette question de l'emprise du militantisme dans le monde académique. Et puis
le troisième problème, j'espère que c'est le dernier, mais on n'est jamais à l'abri des mauvaises surprises, c'est l'identitarisme. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que l'identitarisme? C'est l'importation, ce que je viens de dire, de la conception communautariste de la citoyenneté. Alors, on a vu débouler avec la notion d'intersectionnalité, donc qui a été inventée par une juriste américaine, pour donner une existence juridique à ce qui se passe pour des personnes qui seraient l'objet de double discrimination, par exemple en tant que femme et en tant que femme de couleur. Bon, il se trouve qu'aux États-Unis, juridiquement, il faut choisir en tant que quoi, puisque c'est communautariste, en tant que quoi on estime devoir être considéré, jugé, etc. Dans une culture universaliste comme est en tout cas la culture française, voire francophone, ça n'a pas de sens puisque on est défini en tant que citoyen, membre de la communauté nationale, et nos appartenances communautaires éventuelles n'intéressent pas l'État, hein, n'intéressent pas le droit, n'ont pas d'existence aux yeux du droit. Bon. Et donc, l'intersectionnalité, finalement, ça revient en gros à découvrir la Lune, c'est-à-dire à découvrir qu'une femme noire a moins de chances dans l'existence qu'un homme blanc. Hein. Bon, voilà. Et ils en font des paquets comme ça, des articles, des livres, des séminaires, des colloques, etc. etc. Bon. L'autre manifestation de cet identitarisme, c'est ce qui nous est tombé dessus aussi il n'y a pas très longtemps, l'écriture inclusive, que je préfère appeler l'écriture excluante. Hein. Ça me paraît beaucoup plus juste de parler d'écriture excluante, et qui est, là encore, la volonté d'assigner systématiquement les êtres à un sexe, quels que soient les contextes, et même si dans le contexte, ça n'a aucune pertinence. Moi, il y a plein de contextes où je ne veux pas être considérée comme une femme, je veux juste être considérée comme un chercheur. Hein. Peu importe que je sois une femme ou un homme. Bon, cette écriture inclusive prétend assigner chacun, quoi qu'il arrive, à une identité sexuée et à affirmer le genre féminin dans tous les contextes. Moi, je suis féministe, universaliste, c'est-à-dire que je pense que l'égalité entre hommes et femmes doit s'obtenir par la suspension de la différence des sexes dans les contextes où elle n'est pas pertinente, tout simplement, les contextes politiques, les contextes professionnels, évidemment pas par son abolition, surtout dans le contexte privé. Bon, moi j'y tiens beaucoup, la différence des sexes. Bon, oui, c'est quand même un terrain de jeu magnifique, quoi. Ils vont quand même pas nous en priver, non? Et donc c'est simplement par cette suspension qu'on peut tendre à l'égalité homme-femme, et non pas et surtout pas par l'affirmation systématique de la féminité, ce que je trouve absurde, d'autant plus que ça se couple très souvent avec une agressivité anti-homme que je trouve aussi extrêmement problématique. Et donc, dans l'identitarisme, on retrouve la cancel culture, bien sûr, et l'appropriation culturelle. Hein. Tout ça forme un ensemble assez systématique. Et puis, l'alliance du militantisme et de l'identitarisme, ça donne un phénomène qui s'est développé énormément dans la dernière génération sur les campus, c'est ce qu'on appelle les studies. Alors, gender studies, gay studies, disable studies, les studies sur le handicap, les fat studies, les studies sur l'obésité, etc. Bon, colonial studies. Bon. Donc, ça pullule. Alors, où est le problème? Il est double. Premièrement, c'est cette organisation des productions de connaissances et des transmissions de connaissances se fait au mépris de la division des disciplines traditionnelles. Donc on n'est plus sociologue, anthropologue, historien, philosophe, etc. On est spécialiste de gender studies ou de colonial studies. C'est-à-dire qu'on se prive de tout un corpus de connaissances éprouvées, de concepts, de méthodes, de bibliographies, etc., qui explosent parce que les disciplines explosent par la même occasion. Et puis le deuxième problème, c'est que ces studies sont organisés uniquement autour de cette jonction du communautarisme et de la notion de discrimination, hein, puisque c'est les studies, c'est forcément les studies de, entre guillemets, communautés considérées comme, entre guillemets, discriminées, et donc c'est l'importation d'une conception purement militante des choses dans l'enceinte universitaire. Donc c'est vraiment très problématique, les studies.
Donc, nous les avons vus monter en puissance en France dans les années 2010, elles venaient donc des États-Unis, en même temps que la cancel culture, l'intersectionnalité, l'écriture inclusive. Tout ça se tient. Et puis arrive 2020 et l'assassinat de Samuel Paty, dont nous commémorons cette semaine le 2e anniversaire, avec une polémique sur l'islamo-gauchisme à l'université qui a été lancée par l'ex-ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, qui, suite à cet assassinat, a fustigé les tendances de l'islamo-gauchisme à l'université. L'islamo-gauchisme, c'est en gros les complaisances de la gauche radicale avec l'islamisme au nom de la défense des dominés. C'est l'idée que les nouveaux dominés ne seraient plus les prolétaires, mais les immigrés, et qu'il faut absolument les défendre, et que, du coup, on met un voile pudique sur les dérives islamistes au motif qu'il ne faudrait surtout pas donner prise à l'islamophobie. En gros, c'est ça, et vous avez de très grands noms de grands intellectuels qui sombrent dans cette folie. Et donc, Blanquer a dénoncé cette tendance. Nous avons été une bonne centaine, un peu plus, d'universitaires à signer dans le monde une tribune pour soutenir Blanquer en disant « il a raison, il y a bien de l'islamo-gauchisme à l'université et c'est inacceptable et il faut resserrer les procédures académiques d'évaluation ». Ce qui a produit un schisme absolument sidérant dans le monde intellectuel français. Ça s'est battu à coup de tribune, etc. Bon. Et puis, j'en profite pour signaler que je pourfends cet islamo-gauchisme dans un article à paraître dans un ouvrage collectif en hommage à Salman Rushdie, qui va être publié début novembre, donc dans quelques jours aux éditions de l'Aube. J'ai intitulé mon article « Un nouveau négationnisme, l'islamo-gauchisme face à l'islamo-fascisme » et je m'en prends nommément à un certain nombre de mes collègues qui ont sombré là-dedans. Et puis voilà, et puis on arrive en 2021 où on commence à parler du mouvement woke. Ce que je vous raconte aujourd'hui, il y a 2 ans, je n'aurais pas pu le dire parce que le woke n'était pas encore arrivé en France. Ça va à une allure démentielle. Donc cette politique de la culpabilisation individuelle, il y aurait un privilège blanc, le simple fait d'être blanc ferait de nous de méchants privilégiés, ce qui me paraît toujours étonnant parce que il est absolument légitime, me semble-t-il, de combattre les discriminations, mais de là à penser que le fait de ne pas être discriminé soit un privilège, il faut vraiment renverser le sens de la normalité, quoi. C'est pas acceptable. Bon. Et puis voilà, janvier 2021, nous avons créé notre observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires. En janvier 2022, nous avons organisé à la Sorbonne un grand colloque où vous étiez toutes les deux présentes et qui a fait énormément parler parce que ça a été là encore un moment de schisme. C'était un colloque sur la déconstruction qui essayait de faire le bilan des méfaits intellectuels de ce mouvement postmoderne de la déconstruction des savoirs dont s'emparent les woke pour dire en gros nous on ne fait pas de l'idéologie, on fait de la science tout simplement parce qu'ils ne voient même plus la différence entre un vrai travail de recherche et un tract vaguement développé. Bon. Nous avons réalisé au printemps 2021, nous, donc, notre observatoire, un rapport où nous comptabilisons le nombre impressionnant de formations universitaires relevant du wokisme, et nous sommes en train de faire un 2e rapport pour actualiser, parce que malheureusement, il y en a toujours plus. Donc toutes ces offres académiques centrées sur le genre, le décolonialisme, l'intersectionnalité, etc., que ce soit les enseignements, les séminaires, les journées d'études, les colloques, les appels à projets, etc., qui sont d'ailleurs soutenus, et c'est ça qui est absolument très inquiétant, par les institutions universitaires, qui sont les premières à lancer des projets de recherche, des programmes, etc., sur ces thèmes-là. Et c'est ça la grande différence avec le gauchisme post-68. Ce n'est plus seulement un discours marginal limité à des groupes militants, comme c'était le cas il y a 40 ans, 50 ans, mais ce discours est porté par les institutions françaises et européennes, et aux États-Unis, il est même porté par les grandes entreprises, puisque les GAFA sont les premières à organiser des formations à l'intersectionnalité, etc. etc. Bon. Je prends encore 5 minutes, ça va ? Voilà. Il me semble que
ce phénomène est une double atteinte aux valeurs républicaines. Alors, premièrement, sur le plan universitaire, c'est, je viens de le dire, atteinte à l'autonomie de la science. Je pense que c'est un détournement de fonds publics par le militantisme académique, parce que nous ne sommes pas payés pour faire du militantisme. Et donc, je pense que c'est un détournement de fonds publics. C'est un abaissement du niveau, c'est une non-transmission des normes intellectuelles propres aux différentes disciplines. Je donne dans mon tract quelques exemples de la médiocrité des productions que ça entraîne. C'est une pensée par slogan, dominant-dominé, enfin voilà. C'est une réduction drastique du corpus de concepts utilisés, la domination, la discrimination, ça tourne en boucle. Et une importation directe de slogans militants non interrogés, islamophobie, qui est tout sauf un concept. En fait, c'est une arme inventée par les frères musulmans pour interdire toute critique de l'islamisme. Et là, on les reprend comme si ça allait de soi. Puis le mot même d'islamophobie montre la confusion entre la race et la religion. Une religion n'est pas une race, évidemment. Ça, c'est la première atteinte, donc sur le plan universitaire, et je dois dire que je suis particulièrement sensible à ça, parce que j'ai la chance d'être au CNRS, j'ai la chance d'avoir fait toute ma carrière avec une merveilleuse liberté de recherche, et quand je vois qu'une génération d'étudiants sont dans ce marigot de discours médiocres et n'ont même pas accès à ce que c'est que la vraie recherche, je trouve ça totalement désolant. Et puis, deuxième atteinte, cette fois-ci non plus sur le plan universitaire, mais sur le plan politique, ce sont des atteintes à l'universalisme républicain par la réduction des individus à leurs appartenances communautaires. La race, déconstruite en racialisation, est brandie comme seule définition des êtres humains. On définit les gens par la couleur de leur peau. C'est quand même extraordinairement raciste. Plus donc le féminisme différentialiste, l'écriture inclusive, etc. C'est aussi une confusion entre les valeurs et les faits. On critique souvent, les wokistes critiquent l'universalisme au motif qu'il ne serait pas réalisé dans la vraie vie, mais une valeur n'a pas à être critiquée parce qu'elle n'est pas réalisée. Une valeur, c'est justement ce qui nous permet de réaliser quelque chose. Et donc, c'est vraiment une confusion stupide des faits et des valeurs. Et puis, encore une fois, c'est cette confusion dont j'ai parlé tout à l'heure entre l'arène civique de la citoyenneté et puis l'arène de la production des savoirs. Alors, quelques mots sur qu'est-ce qu'on peut faire, puisqu'on aimerait bien savoir comment faire. Bon, déjà, on réfléchit, on publie, on intervient, ce que je fais ce soir, ce que nous faisons à l'Observatoire, etc. On essaye de dénoncer les impostures intellectuelles. Il y a des canulars, par exemple, qui sont des outils assez efficaces pour dénoncer ces impostures intellectuelles. En même temps, et moi j'y tiens beaucoup, je pense qu'il faut s'astreindre à ne pas confondre nos productions militantes. Par exemple, lorsque j'interviens dans la presse, je signe des tribunes, etc. Bon, c'est une chose, mais je ne les confonds jamais avec mes productions scientifiques qui sont publiées dans des revues académiques, des revues scientifiques ou des collections de sciences sociales. Bon, je fais vraiment la part des choses, je ne mélange jamais les deux, alors que les académo-militants ne voient pas le problème de faire des productions soi-disant scientifiques qui sont bourrées de slogans et d'intervenir politiquement au nom de la science, alors que ce qu'il faut est tous aux scientifiques. Donc, je pense que continuer notre travail de chercheur et d'enseignant avec le maximum de rigueur est au minimum quelque chose que nous devons et que nous pouvons faire. Il faut essayer de lutter contre le panurgisme. Alors là, je vous renvoie à l'excellent livre de Jean Slavovitz, que vous avez peut-être certains d'entre vous entendu ici il y a quelque temps. Il a écrit l'an dernier un très joli livre au CERF qui s'intitule « Les moutons de la pensée », et où il décrit parfaitement cette lâcheté, cette peur de voir sa carrière bloquée qui aboutit à ces phénomènes d'imitation, de panurgisme, où on n'ose pas protester. Voilà. Et puis faire comprendre les enjeux aux responsables politiques et administratifs, aux juristes. Donc nous, on essaye beaucoup de s'adresser au monde politique, de leur fournir des éléments de compréhension de ce qui se passe, parce que sinon, ils ne peuvent pas savoir.
Il faut aussi s'opposer à la stratégie de la gauche radicale. Je vous dis tout de suite, au cas où vous vous poseriez des questions, moi je suis de gauche, hein, mais je ne suis pas de la gauche radicale. Or, la stratégie de la gauche radicale consiste à réduire notre défense des valeurs républicaines à une position soi-disant de droite, voire pire. On m'a déjà traité d'extrême droite. On peut d'ailleurs se demander si l'axe de droite-gauche est bien le plus adéquat aujourd'hui pour penser les enjeux politiques actuels. En tout cas, il y a une vieille tradition de la gauche républicaine, laïque, universaliste, à laquelle j'appartiens, et dont nous pouvons parfaitement nous recommander pour lutter contre ces phénomènes. Il faut aussi se méfier de certains mots. Alors, quand vous entendez violence sexiste et sexuelle, méfiez-vous. C'est peut-être pas un combat féministe légitime, mais juste une stigmatisation des hommes et une forme de puritanisme. Quand vous entendez le mot transphobe, méfiez-vous. C'est pas forcément la lutte légitime contre les discriminations sexistes, mais ça risque fort d'être la volonté d'imposer à l'ensemble du corps social la disqualification de cette réalité structurante qu'est la différence des sexes. Lorsque vous entendez le mot islamophobie, ce n'est pas la lutte légitime contre le racisme, mais l'interdit de condamner l'islamisme. Quand vous entendez décolonial, méfiez-vous, ce n'est pas forcément la lutte légitime contre le racisme, mais la disqualification des sociétés occidentales comme porteuses d'un soi-disant racisme systémique. Et quand vous entendez inclusivité, ça n'est pas forcément le souci légitime d'intégrer les minorités, mais c'est bien plutôt l'imposition d'une conception communautariste de la citoyenneté. Donc méfions-nous, diffusons nos idées comme je le fais aujourd'hui, comme je vous incite à le faire, et puis espérons que la raison finira par l'emporter. Merci.